Enjeu, Baptiste Muckensturm. C'est une étude menée par l'association Paris Animaux Zoopolis qui a attiré notre attention. L'association animaliste a enquêté dans 141 communes de France pour connaître les méthodes de gestion des pigeons. Et si certaines ont refusé de transmettre les documents administratifs, il ressort des investigations qu'une quarantaine de villes au moins utilisent des méthodes létales, des campagnes de tir confiées à des sociétés de chasse ou bien des captures suivies d'opérations de gazage. Alors si ces mesures sont légales, elles n'en sont pas moins controversées. Et depuis l'enquête, différentes mairies ont annoncé chercher des solutions éthiques. Alors comment cohabiter avec les pigeons ? C'est la question dont nous allons discuter ce matin avec notre invité. Bonjour, vous êtes Nicolas Messieux. Bonjour monsieur, enchanté. Vous êtes géographe, spécialiste de la cohabitation et de la relation avec la nature et les animaux. Nicolas Messieux, on découvre dans cette enquête de Paris Animaux Zoopolis des pratiques de dépigeonnisation ordinairement cachées. Pourquoi une telle discrétion de la part de ces municipalités ? Il s'agit de pratiques autorisées pourtant. Oui, c'est autorisé, mais effectivement, ça s'est toujours fait. Mais chaque fois que ces pratiques sont réalisées, il y a des problèmes qui se posent avec les associations de protection des animaux et surtout des pigeons. Donc souvent c'est fait discrètement. Historiquement, ça s'est par exemple fait sur les toits à Paris. Oui. Et ça évite d'avoir des conflits avec les protecteurs, ce qui arrive assez régulièrement. Une association comme Paris Animaux Zoopolis peut-elle avoir un poids politique important aujourd'hui ? Oui, Paris Animaux Zoopolis, c'est une sorte Oui. C'est un parti d'achèvement de tout le mouvement animaliste qui s'est politisé d'une part au travers de députés ou de conseillers communaux qui ont été élus, par exemple, sous les bannières vertes. Ils sont de parti pris, c'est ça que vous voulez dire ? Exactement. Et puis, d'un autre côté, ça a donné beaucoup de délégués à l'action, à la protection de l'animal en ville qui ont été élus, qui ont été désignés. Et puis, d'un autre côté, justement, Paris Animaux Zoopolis et d'autres associations, c'est un petit peu le bras armé ou le bras marketing ou politique, disons, pour le grand public de tout ce qui est pour de ces protections des animaux. Alors, Paris Animaux Zoopolis, il se spécialise dans l'animal liminaire, comme on l'appelle, comme il l'appelle, c'est-à-dire tout ce qui est pigeons, sangliers, lapins, tous ces animaux qui vivent un petit peu entre le domestique et le sauvage, on ne sait pas très bien où ils sont, et qui vivent au contact de l'homme. Il s'intéresse aussi aux rats dans les villes. Exactement, oui, pardon. Et le rat, c'est effectivement le grand fléau. Exactement. Et aussi, c'est nouveau finalement qu'on s'intéresse aux rats. On voit des convergences avec les mouvements antispécistes, avec l'idée que chaque espèce a le droit d'exister et qu'il n'y a pas de raison qu'une espèce ou l'autre soit favorisée par rapport à d'autres qui seraient plus aimées ou plus désirées. Et c'est le cas d'ailleurs de Paris Animaux Zoopolis vis-à-de du rat. Ils considèrent que ces rats doivent pouvoir vivre dans les villes. C'est effectivement une grande originalité de cette association, ce qui est assez surprenant, c'est-à-dire qu'eux considèrent qu'ils ont effectivement le droit de vivre, donc il faut notamment ne pas utiliser de méthodes d'élimination cruelles, comme ils disent, et puis au point où on se pose la question de est-ce que c'est encore possible de faire de la gestion de l'animal en ville au bout d'un moment pour limiter les dégâts et surtout les risques sanitaires pour ce qui concerne le rat, surtout, oui. Alors néanmoins, ils produisent une enquête tout à fait intéressante. Depuis quand, Nicolas Messieux, les pigeons dérangent-ils les habitants des villes ? Alors c'est vrai qu'on a l'impression, pour les gens qui sont dérangés par les pigeons actuellement, ils ont l'impression que ça fait un petit peu depuis toujours. Mais il y a un chercheur américain qui avait montré que ça a été, en guillemets, construit par l'industrie de la lutte contre les nuisibles, donc essentiellement la lutte contre les insectes, les cafards, les moustiques, et puis la lutte contre les rats, la dératisation. Et puis ça date à peu près de l'après-guerre, donc ça s'est mis en place gentiment avec aussi la valorisation des patrimoines des centres-villes. Mais vous voulez dire que c'est un effet indésirable de la lutte contre les nuisibles ? Pardon ? Vous voulez dire que l'apparition des pigeons est un effet indésirable de la lutte ?
Non, mais par contre, la lutte contre les pigeons s'est faite parce qu'à un moment, on n'a plus accepté d'avoir des pigeons, d'avoir des dégâts dus aux pigeons. On voulait protéger les façades. Et puis surtout, il y a le pigeon. Le pigeon a perdu beaucoup de sa bonne image parce qu'effectivement, historiquement, entre la colombe de la paix, qui est quand même un pigeon, la colombe du Saint-Esprit, le pigeon qui était consommé, qui était utilisé comme pigeon voyageur, comme pigeon de vivrier ou comme pigeon de compagnie même, ou de décoration. Tous ces usages ont considérablement diminué, notamment dans l'après-guerre. Et puis finalement, le pigeon s'est retrouvé sans intérêt, en guillemets abandonné, comme diraient aussi les associations de protection. Et puis ça a conduit au fait que finalement c'est devenu quelque chose qui est considéré comme superflu, dont on n'a pas envie, et qui en plus provoque pas mal de dégâts. Et donc ça a pu conduire justement à ces campagnes de régulation et de contrôle et de gestion du pigeon en ville. Oui, justement, les dégâts des pigeons peuvent être très importants, Nicolas Messieux. Oui, exactement. Alors dès que vous avez des concentrations très importantes, comme on peut voir notamment dans le centre de Paris, comme il y avait eu autour du centre Pompidou que j'avais étudié, avec l'atelier Brancusi, donc c'est le petit bâtiment à côté du centre Pompidou qui est pratiquement détruit sur des éléments de façade régulièrement, qui doit être régulièrement nettoyé, refait, etc. Donc les concentrations créent d'énormes dégâts. Et ça crée aussi beaucoup de dégâts localement, même à une petite échelle, avec des gens qui peuvent avoir des cheminées bouchées, des chéneaux bouchés, des balcons qui vont être détruits, des façades qui sont pleines de fientes. Effectivement, c'est un problème et c'est beaucoup d'argent aussi, beaucoup de dégâts. Oui, parce que la fiente de pigeon attaque l'ardoise et la pierre d'une manière générale. Exactement, et le métal aussi en plus. Et le métal, absolument. Oui. Le zinc, très fréquent à Paris. Avant de tuer les pigeons, on a développé des dispositifs anti-pigeons, les pics, les filets. C'était pas suffisant ? Alors les dispositifs sont en général relativement efficaces. Ils permettent de fermer finalement les espaces pour que les pigeons puissent pas accéder. Après, ça marche pas toujours. Quand l'espace est vraiment très intéressant, vous pouvez avoir des pigeons qui vont même encore utiliser les pics anti-pigeons pour faire leur nid à cet endroit en s'appuyant littéralement dessus. Donc ça marche jusqu'à un certain point. Après, si l'endroit est très très intéressant pour les pigeons, des fois c'est pas suffisant. Et les dispositifs se sont sophistiqués aussi avec le temps. Alors vous avez sur les très beaux immeubles, par exemple Notre-Dame historiquement ou la Sorbonne à Paris, vous avez des dispositifs électriques comme du fil à vache. Et ça coûte extrêmement cher à installer. Il faut l'entretenir. Ça fait que des endroits ne peuvent plus être utilisés par les gens en fait, parce que vous pouvez vous électrocuter. Donc ça pose beaucoup de difficultés. Mais effectivement, s'il y a beaucoup de pigeons, c'est souvent pas suffisant, ou les dispositifs peuvent même amener à une sorte d'aggravation du problème. Sinon, on s'attaque aussi à leur reproduction. Alors, il y a plusieurs méthodes qui ont été utilisées. Lesquelles, Nicolas Messieux ? Alors, alors, historiquement, en fait, la méthode qui avait été utilisée, à part de les tirer, ça a été de les nourrir de grains contraceptifs. Alors, c'est une méthode qui a été employée dans les années 70 à 80 en France, mais ensuite, on l'a moins utilisée parce que c'était accusé d'être un problème pour les autres oiseaux, éventuellement pour les animaux domestiques ou même les enfants, et puis aussi ensuite quand ça passait dans l'eau pour les organismes aquatiques, les poissons, etc. Donc finalement, c'est un petit peu tombé en désuétude. Alors j'ai vu que justement Paris Animaux Zoopolis en parlait, que cette solution serait employée à Barcelone. Personnellement, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Toujours est-il que c'est une des solutions qui est intéressante parce que finalement, ça permet aussi aux personnes qui aiment nourrir les pigeons parce qu'elles aiment faire ça, on pense aux personnes âgées notamment, de pouvoir en même temps gérer les animaux. Gérer les populations de pigeons. Et puis l'autre grand exemple, effectivement, à part l'élimination ou la contraception, c'est les pigeonniers contraceptifs qui sont installés un petit peu partout en France, à Paris, ailleurs, et qui marchent plutôt bien en général. Ça permet en fait, on offre le gîte et le couvert aux animaux, et puis en même temps, on stérilise les œufs en règle générale, ce qui permet d'avoir
des pigeons qui ont une vie agréable sans avoir des populations qui deviennent qui se reproduisent trop. Ouais. Ces méthodes contraceptives de pigeons, elles prennent la forme de grains de maïs, hein, c'est cela? Oui, ou de blé, oui, exactement. Alors, ouais, en fait, tuer les pigeons, c'est la solution un peu extrême. Est-ce que c'est Oui. couramment pratiqué, à votre avis? Oui, c'est couramment pratiqué. C'est une méthode extrêmement simple parce que pour attirer des pigeons, en fait, vous pouvez soit utiliser des filets lestés et les projeter sur un groupe de pigeons. Alors, c'est très visible parce qu'il faut avoir un endroit où les pigeons sont fidélisés, donc qui seront faciles à attraper. Ou sinon, c'est possible d'utiliser des cages qui sont appâtées avec des graines ou avec du pain, et où les pigeons vont rentrer et pourront plus sortir. C'est utilisé par exemple si on veut baguer les pigeons, mais on peut aussi l'utiliser pour les euthanasies. Donc c'est relativement pratiqué. Le tir est moins pratiqué parce que le tir est ça s'entend, donc ça passe beaucoup moins inaperçu. Mais effectivement, les captures, par exemple avec les cages, peuvent se faire sur les toits, dans des endroits peu fréquentés, sans aucune difficulté. Ouais. Il y a aussi le gazage que dénonce violemment l'association Paris Animaux Zoopolis, qui est en fait une méthode plutôt douce d'abattage des bêtes. Alors, plutôt douce, effectivement, ça dépend des points de vue, mais en règle générale, c'est les mêmes méthodes qui sont employées, par exemple, quand on a des élevages de cailles pour la boucherie, où on va utiliser les mêmes méthodes. Ouais. Après, évidemment, une mort douce, c'est difficile de dire ça, mais Non, c'est par comparaison avec le tir et autres méthodes violentes que vous décriviez avant, c'est pour ça. Oui, tout à fait, exactement. Ou l'empoisonnement, des choses comme ça qui sont aussi. L'empoisonnement est pratiqué aussi. Il est pratiqué très rarement en douce, c'est parce que c'est interdit. Mais effectivement, c'est aussi employé, oui. D'une manière générale, les municipalités restent peu loquaces lorsqu'elles effectivement elles tuent les pigeons. Oui, elle les tue pas. On peut pas dire elle les tue parce que leur but c'est pas de tuer les pigeons. Leur but c'est de réguler les populations. Alors vous direz c'est une façon euphémisée de dire la même chose, mais effectivement l'idée c'est que quand les politiques publiques, par exemple les pigeonniers, ou bien essayer de limiter le nourrissage par des nourrisseurs échouent, ou le nourrissage par des gens en général échoue, eh ben effectivement il reste l'élimination directe pour maintenir les populations à des niveaux assez acceptables. Ouais. Parce qu'en fait, les pigeons ont aussi leurs défenseurs. Il faut par exemple évoquer les nourrisseurs de pigeons. Ils sont assez nombreux dans les villes. Certaines personnes qui sont en fait prêtes à braver la loi pour continuer à nourrir les pigeons. Tout à fait. La loi, en fait, spécifie en général que c'est interdit de nourrir les pigeons. Après, évidemment, il y a une sorte de tolérance, si on peut dire, pour le petit nourrissage, si on peut l'appeler comme ça. Donc, le nourrissage, on dira par les enfants, comme dans la chanson de Renaud Mistral-Gagnant, donner à manger à des pigeons idiots, ou bien le petit nourrissage par les personnes âgées, comme il y a dans la chanson de Jean-Jacques Goldman, La vie par procuration, elle met du vieux pain pour les moineaux et les pigeons. Et puis il y a aussi l'idée du touriste qui va nourrir. Donc tous les endroits touristiques sont généralement plein de pigeons qui sont nourris par les touristes. Et puis aussi un nourrissage, comme je voyais par les SDF finalement, avec l'idée que c'est l'animal qui tient compagnie à ces personnes qui autrement ont peut-être aucun autre contact humain. Mais il y a des nourrisseurs qui deviennent vraiment des nourrisseurs passionnés, si on peut dire, pour rester gentils, et qui donnent beaucoup trop de nourriture très très régulièrement et surtout en immense quantité, ce qui fait que ça concentre les pigeons à certains endroits et concentre aussi les problèmes. Il y en avait à Paris une figure très haute en couleur, le nourrisseur du centre Pompidou. Il avait un troupeau de milliers de pigeons. Je crois que vous l'avez étudié, Nicolas Messieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors c'était un nourrisseur d'origine italienne, Giuseppe. Il est extrêmement connu dans le quartier. Il est très connu dans le milieu de la protection du pigeon. C'est une personne qui habitait dans le quartier. Et en fait, elle a commencé à nourrir autour du centre, au centre Pompidou, où historiquement il
il y avait déjà un nourrissage justement touristique ou de passage. Et puis, probablement également déjà un nourrisseur avant lui. Et lui, alors, a nourri de plus en plus et de plus en plus souvent, ce qui a provoqué des conflits avec les autres habitants du quartier. Et alors, une des associations de quartier a réussi à le faire expulser de chez lui parce qu'il vivait aussi dans ce quartier-là. Et alors, avec l'espoir que voilà qu'il s'en aille ou qu'il disparaisse. Et puis finalement, ce monsieur s'est installé dans sa voiture qui était garée à quelques rues entre le Centre Pompidou et le Marais, pour ceux qui connaissent. Et il a vécu pendant des années. Ensuite, il a eu un camion. Et toujours avec le soutien en fait des associations de protection animale. Alors pas au sens comment dire, très structuré du terme, c'est plus des militants et des sympathisants etc. Et donc c'est devenu un martyr de la cause animale et du pigeon surtout pour toute la France, même pour l'Europe. Et ce monsieur faisait des passages en nourrissant par kilo et par kilo tous les jours. Oui, ça faisait un troupeau d'à peu près, je pense, 1 millier d'individus. Et c'est un profil psychologique assez répandu dans les villes qui sont envahies par les pigeons. Merci beaucoup, Nicolas Messieux. Je rappelle que vous êtes géographe, spécialiste de la cohabitation avec la nature et les animaux. Merci beaucoup d'avoir été l'invité des enjeux ce matin.